Voilà, alors votre accueil est aussi bien parce qu'il introduit tout à fait le propos que je vais présenter ce matin. Je trouve le bon angle pour ne pas avoir la lumière dans les yeux. Là, voilà, mais du coup, je vais me mettre là, tiens, peut-être. Voilà, donc un préalable qui prolongera ce qui vient d'être dit, pour vous indiquer la genèse de cet ouvrage. Bon, il se trouve qu'en 2007, au moment donc de promulgation de la LRU, qui attribuait cette troisième mission d'insertion aux universités, en plus de la formation à la recherche, j'étais au CEREC. Je m'occupais de la politique scientifique du CEREC et je me suis réjoui d'une certaine façon de cette option-là, ayant travaillé depuis plusieurs décennies sur les questions d'insertion, que les universités soient incitées à se préoccuper de cette question. Et puis en 2009, je quitte le CEREC et je rejoins l'Université de Provence. Et je découvre assez rapidement que les collègues n'avaient pas tout à fait le même enthousiasme que moi pour cette question de l'insertion. Et je me dis, tiens, bizarre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Bon, j'exagère un peu, j'avais quelques hypothèses, mais enfin, un peu surpris de la timidité des collègues. Et je me suis dit, ben, profite de ton expérience et investis-toi là-dedans. Et c'est pourquoi j'ai été nommé responsable du BIP. Et aussitôt, j'ai eu l'intention d'écrire un ouvrage pour évoquer ces questions-là. Donc il s'est progressivement construit au fil des années jusqu'à arriver à la publication ici présente. Alors, dans l'introduction, je vais dire au moins deux choses. J'ai formulé ce terme défi pour indiquer bien l'esprit dans lequel, me semble-t-il, on doit aborder cette question. Je pense que ce défi s'impose. Alors il s'impose déjà par la pression même des étudiants. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est accrue dans une période de crise prolongée où l'accès à l'emploi fait problème, en tout cas où les représentations du marché du travail sont plutôt négatives chez les étudiants et leurs familles. La pression est forte pour qu'on se préoccupe de ces questions dès la formation initiale. Donc ça, c'est, je crois, un moteur extrêmement important. Et par ailleurs, il me semble, et là pour le coup ce n'est pas l'actualité, c'est l'histoire ancienne, que l'enseignement supérieur a toujours eu pour vocation de préparer, je vais utiliser une formule un peu vieillotte, Troisième République, qui était appliquée à l'enseignement professionnel, mais qui moi m'inspire encore, le système éducatif doit former le salarié, le citoyen et la personne. Et c'est dans ce triptyque-là que se situe une des dimensions, qui est celle de la préparation à l'emploi. Donc, c'est de la tradition, les grandes écoles l'ont exprimé, les facultés, bien auparavant, étaient des facultés veillant, s'organisant autour de l'accès à des professions précises. Donc, on retrouve une tradition. Simplement, on a eu une parenthèse, j'y viendrai tout à l'heure, un peu plus problématique à cet égard, quand l'enseignement de masse est apparu, parce que ça posait de nouveaux problèmes par rapport à ça. Et donc, je pense que les réticences s'expliquent aussi par le contexte qui a changé à cet égard. Voilà. Alors, par ailleurs, c'est le dernier point que je signale dans ce point, c'est aussi une question qui dépasse l'université. Et l'université s'inscrit dans la société, et je crois que la préoccupation sur les questions de jeunesse, d'accès à l'emploi est extrêmement forte aujourd'hui. Hier matin, je faisais une conférence sur la jeunesse et on voit bien que c'est une thématique qui nourrit le débat public depuis très longtemps. Donc on a beaucoup de raisons de répondre à ce défi. Alors pour autant, c'est pas facile. C'est pas facile et il faut prendre au sérieux, me semble-t-il, les réticences qui se manifestent en interne, parce que si l'on veut que cette mission soit effectivement réalisée pour le plus grand nombre, et pas seulement dans des petits espaces protégés où il y a des spécialistes convaincus, il faut convaincre les collègues de la possibilité de réaliser cette mission. Alors, pour moi, les réticences, elles sont sur deux registres. Il peut y avoir des réticences de principe, bien entendu. On peut estimer que s'occuper de l'insertion ne relève pas des missions de l'université, ça peut être un débat.
On peut considérer que quand on a été recruté comme enseignant-chercheur, on est là pour faire de la recherche et de l'enseignement, et donc ne pas faire autre chose. Bon, on peut comprendre ça. C'est un premier niveau de critique qu'il faut lever. Mais il y en a un second qui me paraît essentiel, c'est que cette activité nouvelle n'est pas familière aux universitaires. Et donc, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Bon, moi, il se trouve que dans mon parcours, j'ai toujours travaillé sur les questions d'insertion, donc ça ne me pose pas trop de problèmes d'animer un séminaire, un atelier, de raisonner sur les compétences et tout, parce que c'est ma formation et ma discipline. Mais bien d'autres sont dans des disciplines très éloignées de cela. Donc je pense qu'il faut se situer sur ces deux registres. Et c'est pourquoi le livre a pour objectif, 1, de fournir des arguments de conviction, mais 2, de fournir des ressources pour l'action. Voilà ce que j'indique, fournir des connaissances et des arguments. Alors aux professionnels, terme général, évidemment les professionnels des services, mais aussi les enseignants-chercheurs. Et il me semble que pour s'y prendre, alors j'étais très content d'entendre l'importance de l'engagement politique dans la mission, parce que je pense qu'en effet, les évolutions institutionnelles peuvent être ou non, selon les lieux, favorables à cela, selon l'importance qu'on attache à cette mission. Donc je pense que pour s'y prendre, il faut se situer dans ces divers registres, à la fois de l'ordre de la conviction, de l'ordre de la transmission de connaissances et de l'ordre des transformations institutionnelles. Donc je vais plaider, là, dans la présentation, pour une approche universitaire de la mission d'aide à l'insertion, qui ne lâche pas sur les missions fondamentales de l'enseignement supérieur, mais qui fait face à un contexte nouveau qui oblige à prendre au sérieux cette question. Alors, je le ferai en 4 temps. D'abord, je donnerai quelques indications sur la mission elle-même et la façon dont on peut l'interpréter. Ensuite, j'évoquerai les ressources que l'on peut mobiliser à cet égard, puis les actions qu'on peut entreprendre, et je terminerai par quelques questions qui dépasseront le problème de l'insertion et qui soulèveront des enjeux institutionnels qui me semblent exacerbés par la mission insertion. Voilà. Donc, première partie, voilà. Première partie, les acteurs, enfin bon, c'est à la fois la définition de la mission et voilà. Alors, je regarde ce que j'ai fait. Voilà. Alors, j'insiste beaucoup sur ce premier point. Il me semble qu'il y a un premier travail à réaliser qui consiste à définir précisément ce qu'on appelle cette mission. Pour moi, ce n'est pas une mission d'insertion. Et une grande partie des malentendus des premières années est liée à cela. C'est qu'on a laissé entendre, et dans les premières formulations des textes et des discours ministériels, il y avait cette ambiguïté, on a laissé entendre que les universités avaient en charge l'insertion de leurs étudiants. Ça n'est pas le métier des universités. Le métier, c'est de former dans toutes les dimensions, donc de préparer à la vie professionnelle et non pas de trouver des emplois. Il y a des organismes pour cela, il y a des activités spécifiques, et donc je pense, premier terme, première précision, il s'agit d'une mission d'aide, d'accompagnement, de préparation, peu importe les mots, à l'insertion. Deuxièmement, ce n'est pas seulement à l'insertion. Cette mission n'est pas destinée à trouver un premier emploi. Parce que trouver un premier emploi, je vais dire les choses de manière un peu inattendue, je crois que c'est à la portée de tous les étudiants. Si on ne se préoccupe pas de la qualité de l'emploi, on peut trouver un emploi et en tout cas, non. La question, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est de construire progressivement une vie professionnelle. Donc la mission d'aide à l'insertion doit pour moi se formuler mission d'aide, de préparation à la vie professionnelle. Troisième précision sur la définition, cette mission n'est ni antinomique, n'est pas antinomique à la formation traditionnelle faite à l'université. Bien au contraire, je pense qu'il faut penser cette mission en complémentarité avec la formation et la recherche. On aura l'occasion peut-être d'y revenir dans le débat. Ce n'est pas une troisième qui se rajoute en marge une fois qu'on a le temps de faire les deux autres. C'est quelque chose qui met en jeu la formation elle-même, j'y viendrai, et qui doit être réalisé en s'adossant à la recherche. Voilà le point de vue que je défends. Donc c'est une mission complémentaire à la mission de formation. Donc une fois explicitée cette mission, il me semble que quelques réticences peuvent se lever.
Ça ne suffit pas, parce que la difficulté de cette mission d'aide à l'insertion, c'est qu'elle met en jeu une pluralité d'acteurs. Après tout, quand on fait une formation, on peut être seul comme enseignant-chercheur et des étudiants, mais c'est tout. Il n'y a pas une quantité d'acteurs. Enfin, si, il y en a quelques-uns qui fixent des contraintes. Mais enfin, bon, là, on est vraiment au cœur d'un jeu d'acteurs extrêmement complexe. J'ai parlé des étudiants déjà, qui sont en attente, qui ont des représentations du marché du travail, parfois qui mériteraient d'être sérieusement déplacées. J'y viendrai à propos des stages tout à l'heure. Les responsables universitaires, qui ont en fonction la construction de l'offre de formation, la définition des services, etc., qui ont donc un avis sur ce sujet, qui attachent une priorité ou pas à ce sujet. Les professionnels de l'insertion et de l'orientation, les services SUIO, BAIP, etc., ça c'est tout en interne, mais il y a aussi en externe les responsables d'entreprise et des branches professionnelles, les collectivités territoriales, et j'aurais pu rajouter aussi les intermédiaires de l'emploi. D'une certaine manière, les missions locales, il y en avait hier qui expliquaient leurs problèmes parce qu'ils voyaient arriver des étudiants, ils ne savaient pas que faire, etc. Donc on a là un jeu d'acteurs extrêmement complexe dans la mesure où chacun a ses propres logiques. Logique de court terme pour les uns, l'employeur souhaitant pouvoir recruter une personne adaptable d'emblée, logique de long terme pour d'autres, les responsables universitaires ayant pour mission la formation sur longue période, logique plus ou moins opérationnelle ou plus ou moins réflexive, enfin bref, tout ça, ça ne va pas de soi, ça demande un travail de mise en rapport des acteurs. Et je pense que c'est là aussi le défi, ce n'est pas seulement dans l'interprétation de la mission, mais c'est aussi dans sa mise en œuvre et dans la capacité à mettre en rapport. De ce point de vue-là, on a énormément besoin des services qui, eux, peuvent plus aisément que les universitaires le faire. Alors, une fois qu'on a dit cela, on peut se dire, bon ben voilà, on fait comment? Maintenant qu'on est convaincu de l'importance de le faire, on s'y prend comment? Alors on ne part pas de rien. On a énormément de ressources. Les premières, les plus connues, mais pas suffisamment, ce sont les enquêtes d'insertion. Alors ce qui caractérise la situation française, c'est qu'elle est extrêmement riche en matière d'enquête d'insertion. Nous avons aujourd'hui des bonnes connaissances sur le fonctionnement des premières années de vie active, grâce aux enquêtes génération du CEREC, grâce aux enquêtes des observatoires de la vie étudiante des diverses universités, grâce aux travaux de l'APEC, enfin bref, nous avons une quantité de données statistiques disponibles qui nous fournissent des résultats solides. Le problème n'est donc pas d'en rajouter une couche. Le problème, c'est de créer les conditions d'appropriation de ces enquêtes. Je pense que là-dessus, les universités sont au début du chemin. Bien sûr, les observatoires font désormais des travaux très rigoureux, mais je pense que la valorisation de ces travaux et l'intégration des résultats de ces travaux dans la construction de l'offre de formation des départements, des pôles, est loin du compte. Et donc pour moi, l'objectif principal à cet égard, c'est celui de réfléchir à l'appropriation par les responsables et les enseignants-chercheurs des résultats de la recherche. Et je pense que là-dessus, il faut les accompagner. Si on leur donne une liasse de tableaux croisés, ça ne sert à rien. On est obligé de prendre le risque de trouver des formes simplifiées, des commentaires, enfin bref, voilà. Alors c'est très important de le faire parce que nous avons des tendances structurelles précises. Je ne vais pas les détailler, mais dans le livre, il y a un chapitre là-dessus qui fait le bilan de toutes les enquêtes d'insertion. Mais pour vous donner envie de le lire, je donne 2-3 indications. Nous savons depuis plusieurs décennies combien la formation est centrale comme critère de différenciation de l'accès à l'emploi. En réalité, cet effet formation positif, réducteur de risque de chômage, réducteur de durée d'accès à l'emploi, facteur positif à une meilleure qualité de l'emploi, enfin tout ça est à relativiser, je parle en tendance statistique, condense en réalité 4 effets. L'effet formation, c'est un effet de niveau, c'est un effet de spécialité, c'est un effet de possession ou non du diplôme, et c'est un effet de filière de formation. C'est au croisement de ces 4 effets que se mesure l'influence de la formation.
Eh bien, la connaissance de ces résultats, le fait de savoir, par exemple, que plus on avancera dans le cursus, plus on aura diplômé sa formation, meilleures seront les chances d'accès à l'emploi, peut nous orienter aussi dans nos décisions et dans les informations qu'on diffuse aux étudiants. Par exemple, je reste là-dessus, insister sur le fait que l'accès à l'enseignement supérieur est positif à condition qu'il débouche sur l'obtention d'un diplôme, me semble être un facteur intéressant de réflexion. Insister sur le fait que les conditions d'insertion sont surdéterminées par l'état du marché du travail, et en particulier l'influence de la conjoncture. C'est un élément positif de mobilisation des étudiants parce que ça permet de baisser la pression sur leur supposée responsabilité dans les difficultés d'accès à l'emploi. Dans une même famille, à 4 ans d'intervalle, un jeune va trouver un emploi à toute vitesse, tandis que le frère aîné, 4 ans avant, aura galéré des mois. Dans les mêmes formations, dans les mêmes établissements, nous aurons des effets de variété extrêmement forts, qui expriment simplement des effets de marché du travail. On le sait, les débutants, non pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont débutants, subissent plus que les autres les variations de l'activité. Quand ça va mieux, ça va tout de suite mieux pour eux, alors qu'un an avant, on considérait qu'ils étaient inemployables, et quand ça va moins bien, ça va beaucoup moins bien. Donc les enquêtes CEREC montrent très nettement cet effet de la conjoncture. Donc voilà le genre de résultats qu'il est important de diffuser pour que les personnes analysent convenablement ces constats. Je donnerai une dernière illustration. Ce n'est pas parce qu'il y a un effet formation que c'est la formation qui est à l'origine de la création d'emplois. Ça, c'est important de le dire aussi. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi, quand on est prof de chimie, on a des étudiants qui trouvent difficilement un boulot, alors que quand on est prof d'une autre discipline, ils trouvent bien. Alors, il y aurait des bons profs et des mauvais. Tout ça ne tient pas. Il y a d'abord des effets de marché du travail locaux sur des termes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose, je vais y venir, bien sûr. Mais c'est important de diffuser ce genre d'informations. Des grandes tendances structurelles, donc, j'en ai cité quelques-unes. Je pourrais en citer encore une autre, qui éclairerait beaucoup les étudiants et les collègues. C'est l'écart en niveau et en spécialité entre la formation suivie et l'emploi occupé. Ce qu'on appelle le déclassement ou l'inadéquation. Eh bien, cet écart, il est massif. Moi, je considère que ce n'est pas un drame, mais beaucoup considèrent que c'est dramatique. Ne pas faire le boulot, ne pas travailler dans la spécialité qu'on a appris. Bon, j'y viendrai tout à l'heure. En tout cas, il est important de matérialiser ce constat à partir de données statistiques pour qu'il n'y ait pas l'illusion entretenue sur l'ajustement le plus fin possible entre la formation suivie et les emplois occupés. Tout simplement parce qu'il y a de la mobilité aussi, ça c'est important de le savoir. Voilà encore un résultat. La stabilisation progressive au cours des premières années de vie active. Les familles et les jeunes se polarisent sur le premier emploi. Non, le problème pour moi n'est pas un problème d'insertion, d'accès à l'emploi. Les jeunes trouvent vite un emploi. Le problème, c'est qu'il faut le garder. C'est d'abord une question de stabilisation. Bon, bref, je fournis quelques résultats, je les détaille dans un des chapitres. Deuxième moyen d'action, deuxième ressource, ce sont les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle. Alors là, c'est pareil, c'est pas nouveau. Ils ont été créés en 2007, mais sur une histoire très ancienne. Les services d'orientation ont des décennies de passé. Hein. En 1946, il y avait des grands débats sur l'orientation déjà. Et puis, il y a eu les bus, il y a eu tout un tas de services et des professionnels qui se sont constitués, hein, des conseillers d'orientation. Donc tout ça, ce sont des ressources qui ne vont pas de soi. Donc ce sont des professionnels. Je glisserai au passage qu'il y a plusieurs professions. Il y a des gens qui sont spécialistes, entre guillemets, de l'orientation, d'autres de l'insertion. Une des questions à résoudre aujourd'hui, c'est comment articuler au plus finement les deux. Hein, et ça ne va pas de soi, parce qu'il y a une vieille tradition de débat au sein des conseillers sur la place respective des projets des jeunes et de l'analyse de l'environnement. Enfin bon, on pourrait en parler. Ça ne va pas de soi, donc première chose, c'est qu'il faut bien articuler tous les intervenants.
Et puis ensuite, jouer un rôle d'interface par rapport aux différentes composantes. C'est compliqué. Et c'est là que la force de conviction à l'égard des enseignants-chercheurs est extrêmement importante. Parce qu'il s'agit de mettre à disposition des ressources pour les universitaires, mais de les rendre disponibles pour accueillir ces ressources et en faire quelque chose. Ça, c'est compliqué. Je pense que les universités qui mettent en place des correspondants dans les composantes trouvent des bonnes pistes, ou qui se font inviter dans les conseils du FR, les départements, enfin bon, bref, il faut trouver des formes concrètes qui permettent de faire ce lien, parce que si on veut s'adresser au plus grand nombre, on ne pourra pas se contenter des services de BIP. On ne pourra pas. Il faut donc progressivement, par de la formation, de la sensibilisation, associer d'autres collègues qui ne sont pas des spécialistes, mais qui pourront trouver une place respective avec des outils à disposition pour s'impliquer là-dedans. Et puis enfin, le troisième rôle des BIP, il me semble, c'est aussi un rôle d'expérimentation. Bon, moi j'ai eu l'occasion à Aix-Marseille, c'était l'Université de Provence à l'époque, de monter un diplôme universitaire d'aide à l'insertion professionnelle sur lequel on a testé quelques manières de faire. Je pense que dans le cadre des opérations du Haut Commissariat à la jeunesse, il y a eu pas mal d'expériences, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Je pense aussi à tout le réseau des portefeuilles d'expérience et de compétences, de PEC. Bon, enfin, il y a plein de choses qui se font. Je pense que c'est le rôle des BIP d'expérimenter, de voir dans quelle mesure c'est généralisable, avec des guillemets, en tout cas susceptible de s'adresser au plus grand nombre. Donc voilà la deuxième ressource. Et puis enfin, la troisième ressource, je pense qu'elle est importante. Ça, c'est un point de vue de sociologue. On n'agit pas seulement avec des moyens matériels, on agit aussi avec notre cerveau et notre représentation du monde. La troisième ressource, ce sont fournir aux universitaires des motifs d'action. Parce qu'on ne peut pas vivre durablement sur le volontarisme. On ne peut pas vivre durablement sur la conviction ou sur la vertu supposée de personnes qui seraient intéressées par ces sujets-là. Ça ne dure pas, ça. Pour que ça dure, il faut que les universitaires aient intérêt à faire cela. Et c'est là qu'est le problème. L'intérêt dépend aussi des règles du métier. Et ça, on le sait, je l'explique aussi dans l'ouvrage, si les universitaires s'engagent difficilement dans ce genre d'activité, et pas seulement, je dirais la même chose pour les évolutions pédagogiques ou la mise en place des nouvelles technologies. S'ils s'impliquent difficilement pour un certain nombre, il y en a plein qui le font, ce sont pour des raisons liées à l'exercice du métier, c'est-à-dire aux critères de recrutement et aux critères de développement de carrière, qui sont très largement dominés par des critères de recherche. Je ne vois pas pourquoi un jeune collègue se fatiguerait à aller faire des interventions de BIP aujourd'hui, alors que s'il veut progresser dans sa carrière, il faut qu'il écrive des articles et qu'il participe, comme les autres, à la course aux étoiles. Voilà. Alors, tant qu'on n'a pas posé cette question au niveau le plus élevé, national, de la reconnaissance de l'ensemble de ces missions dans la gestion des personnes et de leur carrière, évidemment qu'on aura un obstacle. À quoi s'ajoute un deuxième obstacle, c'est que tout ça, ça demande des moyens humains, matériels. Il faut bien convenir que la période actuelle n'est pas extrêmement propice au développement de missions nouvelles. Donc, prendre le temps d'analyser les réticences, voir dans quelle mesure on peut lever certains obstacles. Je pense qu'on est capable quand même de le faire dans les universités, au moins pour un certain nombre. Réduire les obstacles me semble être aussi un point essentiel. Alors, maintenant, quelles actions ? Donc l'ouvrage développe, à partir des travaux de recherche, conduits depuis une vingtaine d'années dans pas mal de secteurs de disciplines. J'ai pris le temps de lire un peu des travaux de recherche de diverses disciplines, parce que aussi bien l'économie, la sociologie, les sciences de l'éducation, la didactique des disciplines, enfin bon, il y a pas mal de disciplines qui s'intéressent à ces questions, donc j'ai pris le temps de lire un peu, et puis de rendre compte de cela. Alors, action. Premièrement, la diffusion de l'information. Je l'ai déjà dit à propos des enquêtes d'insertion, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cela. Ça ne suffit pas de dire aux étudiants, voilà, il y a plein de sites, voilà, il y a plein de documents, voilà, on a une bibliothèque. Ça ne suffit pas. Voilà une liste de choses. Non. Il faut bien sûr fournir ça, mais aussi veiller à la façon dont ils s'approprient ces informations. Et de ce point de vue-là, tous les étudiants ne sont pas équivalents.
Donc là, nous avons une mission, en tout cas moi c'est comme ça que je la conçois, qui doit s'orienter aussi vers les étudiants qui ont le plus de difficultés compte tenu de leur origine sociale, leur fournir des moyens d'appropriation de ces données. Pas se contenter de données, mais mettre en place des dispositifs divers qui permettent de les faire avancer dans l'utilisation de ces informations. Le deuxième sujet qui est très discuté là-dessus, c'est la question du projet. La doxa actuelle consiste à dire, depuis quelques années, si on n'a pas de projet, on n'a pas d'avenir. Si on n'a pas de projet, on ne trouvera pas d'emploi. Et par contre, si on a un projet, tout ira bien, on sera mobilisé, tout va bien. Donc il faut un projet. Mon fils, tu dois avoir un projet. Alors quand on est gamin, ça va, parce qu'on a un projet par jour. On voit je sais pas quoi, ou un pompier, ah je vais être pompier, puis le lendemain on voit je sais pas quoi, ah je vais être... Bon. Après, c'est quand même pas tout à fait ça. Donc, est-ce qu'il faut vraiment ce projet? C'est un sujet très discuté, il y a eu beaucoup de publications là-dessus. Moi, j'en arrive à la conclusion suivante. Je pense que si on identifie le projet à une vision très précise, correspondant à un métier, comme on disait à l'ancienne, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ça touche 10% des personnes. La plupart des personnes ne vont pas avoir un métier précis dont elles peuvent définir précisément le contour. Donc, surtout ne pas faire l'injonction au projet précis, parce que c'est source de stress alors que ça devrait être l'inverse. En revanche, mettre l'étudiant en projet, lui dire voilà, tu rentres dans un processus, enfin tu y étais déjà avant à l'école, dans un processus qui va rencontrer des étapes au cours desquelles tu vas faire des expériences, tu vas tenter des choses, ça ne marchera pas, tu vas accroître tes ressources, tu vas élargir ton champ d'observation, tu vas découvrir des professionnels, bref, tu vas faire un parcours et tu dois te mettre en projet, c'est-à-dire te projeter dans l'avenir et pour cela te connaître aussi. Je pense que c'est plus intéressant de formuler les choses ainsi, mais enfin, ça ne va pas de soi, et en tout cas le travail sur ces projections dans l'avenir fait partie, me semble-t-il, de la mission d'aide à l'insertion. Entendu comme cela, on en a besoin parce que c'est vrai que c'est mobilisateur. Se poser les questions, moi je le vois dans le réseau PEC, les élèves, les étudiants, ils découvrent à travers ça eux-mêmes, ils commencent à se dire « Ah oui, tiens, au fait, oui, j'aurais pu, machin, etc. » Ça ouvre, voilà. Donc c'est ce que j'appelle la mise en projet, je l'explique plus longuement dans le livre. Troisième type d'action, excusez-moi, à chaque fois j'ai une diapo, je me suis oublié un peu, c'est pas grave. Ah oui, donc je disais, ben oui, il faut l'accompagnement pour cette mise en projet, ça ne se fait pas tout seul. Troisième classique, la maîtrise des techniques de recherche d'emploi. Alors là, soyons clairs, oui, il y a des dimensions techniques, mais là encore, c'est une question d'attitude et de démarche. Bien sûr qu'il y a des quantités de production, et là on pourrait y passer la matinée, comment faire son CV, comment réussir son entretien, comment convaincre au premier coup. Enfin, c'est impressionnant, hein. J'ai pris le temps une fois de me balader dans une bibliothèque pour regarder tout le rayon des aides à la recherche d'emploi. C'est vraiment impressionnant, hein. Bon, j'en ai pas trop parlé, si j'ai dû citer quelques titres dans le livre. C'est très impressionnant. C'est à la hauteur des inquiétudes aussi, hein. Donc c'est normal. Alors, il faut en effet doter nos étudiants, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir leurs grands frères ou leurs parents pour réviser, corriger le CV, leur doter de moyens minimums pour savoir rédiger un CV, une lettre de motivation, préparer aux entretiens, mais pas dans une vision technique. Aussi dans une vision un peu exigeante, universitaire, qui ne va pas faire croire qu'il y a le CV absolu qui marche et tout le reste, ce sont des démarches vouées à l'échec. Bon, bref, une certaine vision des choses, qui n'est pas une vision simple, mais exigeante. Et puis enfin, dans ce domaine-là, je mets la construction de réseau. Je pense que c'est une question centrale. En tout cas, nous, dans notre diplôme, on passait du temps là-dessus, comment aider les étudiants à prendre conscience de l'ensemble des réseaux dont ils disposent, mais en même temps à en construire de nouveaux. On le sait, les travaux sociologiques le montrent, je l'explique, l'accès au réseau est un facteur essentiel d'accès à l'emploi, et plus précisément encore, les travaux de Granovetter qui ont expliqué dans un article qui parlait de faiblesse des liens forts et de force des liens faibles, il vaut mieux connaître beaucoup de gens et les voir très peu pour trouver un emploi, que de passer tous ses week-ends avec ses deux copains d'école primaire, parce qu'ils connaissent les mêmes gens que nous, donc vous voyez. Bon.
Ce genre de résultats de recherche, c'est important de les savoir et c'est important de travailler à partir de voilà. Quatrième, capitalisation de l'expérience. Alors ça, je tiens beaucoup à ça. Je pense qu'il faut partir de l'idée, malheureusement oubliée par les étudiants et les employeurs, qu'aujourd'hui, un grand nombre de nos étudiants sont expérimentés quand ils quittent l'université. Ce ne sont pas des débutants. Ils ont travaillé pour faire leurs études, ils ont fait des boulots pendant l'été, ils ont fait des stages, ils ont signé des contrats de travail, rencontré des employeurs, eu des chefs, etc. Beaucoup ont une expérience du travail. Donc d'abord, il faut les convaincre. Et ensuite, il faut travailler à partir de ça. Leur faire travailler sur leurs expériences. Et pas seulement d'emploi, vie associative, etc. Tout ce qui relève de l'activité qui pourrait se transposer à l'activité professionnelle. Le travail là-dessus est essentiel. C'est ce que j'appelle la capitalisation de l'expérience. Donc, les faire revenir sur leur expérience du travail, sur leur stage, sur leurs emplois étudiants, et voir avec eux quelles compétences ils ont développées sur cette base-là. Moi, je pense que c'est essentiel. Et je vais même dire quelque chose de supplémentaire, c'est que ça peut être une alternative au stage. Je m'explique. Les stages, c'est maintenant, ça y est, généralisation des stages. Partout, pour tout le monde. C'est ahurissant, ça n'aura jamais lieu. Ce sont des discours de tribune. Enfin, j'en suis en train d'en tenir un, excusez-moi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'une chose est de le dire, une autre est de le faire. Et une autre est de trouver des lieux de stage. Moi, je me souviens quand la loi Pécresse était sortie sur la généralisation du stage en licence, je faisais une conférence, dans la salle, il y avait des représentants des entreprises, et j'ai titillé un peu pour me rendre compte, et ils ont dit « Mais c'est absurde, on ne pourra jamais ». Bien sûr qu'ils ne pourront jamais. Enfin, je veux dire, faire des stages de qualité. On pourra toujours signer des conventions de stage pour tous les étudiants. Ça ne coûte pas trop cher. Mais veiller à ce que le stage soit formateur, productif d'effets, orienté vers l'avenir, etc., c'est une autre affaire. Et donc, il faut penser en même temps stage et capitalisation de l'expérience. Je pense qu'un travail sérieux, approfondi avec les étudiants sur leur parcours, complété par un stage court, etc., c'est beaucoup mieux que le stage de 3 mois qu'on organise vite fait de manière administrative, sur lequel on ne reviendra jamais parce qu'il a lieu en fin d'année. Paradoxe quand même, hein. Les stages de fin d'année, jamais on en parle, ça y est, c'est parti. Bon. Me semble être une piste de réflexion importante. Dernière action, l'aide à l'orientation. Bon, je ne développe pas trop, je ne voudrais pas trop empiéter, là, j'ai aucune idée du temps. J'ai encore 10 minutes, bon alors ça va. Donc aide à l'orientation, j'ai un chapitre là-dessus, parce qu'en effet, ça fait partie de la mission et c'est un objet délicat, bien connu des professionnels, qui est d'articuler à la fois les attentes des étudiants, leurs capacités et le contexte, l'état du marché du travail, etc. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait dans l'accompagnement, je ne détaille pas, on pourra y venir. Voilà, quatrième point, pardon, voilà, les actions. Quatrième point, excusez-moi, je vais trop vite, les enjeux. Alors, derrière cette mission d'aide à l'insertion, il me semble qu'il y a des enjeux plus généraux qui concernent l'université. Et d'une certaine façon, la mission vient un peu exacerber ces phénomènes. Pour moi, il y a 3 questions qui se posent. La première, c'est qu'en effectuant cette mission d'aide à l'insertion, on est amené à réinterroger la construction de l'offre de formation. Elle l'est déjà. Par exemple, le fait de demander aux universitaires de traduire, enfin c'est comme ça qu'on le dit, malheureusement ce n'est pas le cas, mais d'exprimer les formations non seulement en termes de connaissances mais de compétences, c'est déjà un chemin qui nous amène vers cela. Mais là encore, il faut le prendre au sérieux ce chemin. Les universités qui embauchent une spécialiste des référentiels pour traduire l'ensemble des maquettes en compétences, je pense qu'ils ne prennent pas le bon chemin. Je ne sais pas ce que vous faites ici, tant pis, j'ai pris le risque. Ils ne prennent pas le bon chemin parce que bon, c'est un spécialiste des référentiels, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça produit des effets? Une fois qu'on aura dit a suivi une licence d'espagnol, sait parler une langue étrangère, je ne sais pas quoi, sait écrire, sait faire des synthèses, des trucs un peu généraux comme ça qui ne produisent rien. Donc, il faut vraiment que dans la construction de l'offre de formation soit intégrée cette question des perspectives professionnelles. Donc à la fois dans la connaissance de l'environnement, mais aussi dans la réflexion pédagogique. Qu'est-ce qui se passe dans la formation qui va permettre à la fois d'acquérir des compétences
parce que nous formons des spécialistes dans des disciplines, mais en même temps d'avoir des compétences qui vont pouvoir être transposables, reconnues dans la vie professionnelle. C'est assez complexe, hein, et ça prendra des années, bien sûr. Mais enfin, le chemin, pour moi, c'est celui-là. C'est vraiment intégrer cette mission comme un regard particulier dans la façon de construire la formation. Voilà, donc travailler à la fois sur compétences et connaissances, travailler aussi sur le degré de spécialisation des formations, ça c'est un problème délicat, hein. Moi, il me semble que les enquêtes d'insertion nous laissent plutôt penser qu'on n'a pas intérêt à spécialiser à l'extrême, mais en même temps, on peut aussi penser que la spécialisation dans une discipline, à condition qu'elle soit pensée en référence à des éventuelles mobilités ultérieures, c'est une garantie pour obtenir autre chose. Donc là, il y a une dialectique assez délicate à construire, mais je pense qu'elle est possible, sans lâcher pour autant les autres dimensions, préparation à la vie et à l'emploi. Ça veut dire qu'il faut une stratégie d'établissement. Bon, tout ça, c'est ce que j'appelle des défis institutionnels. Un deuxième, c'est le développement des partenariats, indispensable pour la mission d'aide à l'insertion, et aussi en jeu pour l'ensemble des établissements. Quel type de relation entretenir avec les entreprises et les branches? Là aussi, conception universitaire. Ce n'est pas parce qu'on va vers les entreprises qu'on va leur demander comment il faut s'y prendre. D'ailleurs, elles ne le savent pas, hein. Vous connaissez l'illusion complète des besoins de formation. Moi, depuis que j'ai fait carrière, ça fait 40 ans que je me bats sur cette formule de les besoins des entreprises. Ils ne savent pas, ça se construit au jour le jour. Bon. Donc, on va les voir pour un partenariat, pour une discussion partagée, et parfois même les entreprises gagnent à ce que les universitaires les interrogent, et parfois il faut attirer les entreprises, enfin bref, c'est un partenariat à construire, hein. Idem avec les collectivités territoriales, qui parfois ont envie d'instrumentaliser un peu les universités, ou qui aiment bien financer ce qui est un peu visible, mais qui oublient tout le reste. Bon, donc là, il y a du boulot à faire, c'est un boulot politique, évidemment, avec les associations. Et enfin, pour terminer, la gouvernance. Il me semble que dès lors qu'il y a une nouvelle mission, des nouveaux services, ça bouge un peu, ça déplace un peu les lieux de décision. Donc ça donne l'occasion de réfléchir aux modalités de gouvernance. Ça, c'est un grand défi des universités pour moi, pour les années actuelles, amplifié par le mouvement de fusion. Comment on arrive à bien positionner le niveau de décision et à garantir que ça produise des effets, hein, parce que une chose est de décider, une autre est de faire mettre en œuvre. Donc ça, c'est des choses qu'on se pose très nettement quand on s'occupe de l'aide à l'insertion et qui me semblent pouvoir être des leçons à tirer pour des questions plus générales concernant la gouvernance des universités. Le dernier exemple que je prends, c'est l'évaluation. Je pense que quand on est dans ces domaines-là, on n'est pas réticent à rendre compte de ce que l'on fait, à condition qu'on fixe des règles précises, hein. J'ai eu l'occasion de travailler avec certaines universités là-dessus, mais cette évaluation des actions et des résultats, conduite de manière particulière, me semble aussi être une leçon à tirer de manière plus générale. Voilà, donc ma conclusion, ça sera rapide, vous voyez bien. J'espère vous avoir convaincu que c'était un défi, qu'il fallait le relever, parce qu'il en valait la peine, tout simplement. Bon, ben voilà, je vous laisse la parole. Des questions? Personne ne... Ah. Allez, Alors, attendez, allez-y. Deux micros. Oui, donc Dominique Philippe, j'ai une petite question que je pose d'autant plus volontiers que je ne suis pas enseignant-chercheur. Donc, vous avez évoqué à un moment la problématique de carrière des enseignants en disant qu'effectivement, le volontarisme a ses limites et qu'à un moment, il faut intégrer cette dimension aussi en termes de carrière pour aussi avoir une démarche un peu incitative, de stimulation. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec cette approche, mais en même temps, ça m'inquiète un peu parce que il y a une vingtaine d'années, par exemple, j'entendais parler sur un autre sujet, en l'occurrence l'enseignement à distance, de la problématique de la reconnaissance de l'enseignement à distance dans les carrières des enseignants. Et puis,
j'ai le sentiment, à tort ou à raison, que ce qui se disait en 90, on pourrait le dire exactement aujourd'hui pour l'enseignement à distance. Donc, la reconnaissance dans les carrières de la thématique insertion professionnelle, est-ce que dans 20 ans, on ne se dira pas, finalement, on n'a pas bougé d'un pouce sur le sujet depuis 2014. Donc, très intéressant en soi, mais j'ai l'impression non pas qu'on enfonce une porte ouverte, mais que c'est le moulin à vent qu'on agite de façon récurrente, mais sur lequel le sujet n'avance pas. Donc, est-ce que finalement, on a une solution à ce type de problématique dès lors qu'on considère que c'est un frein objectif au développement de certaines actions? Bon, alors là, vous soulevez une question centrale. Je pense qu'on pourrait même rajouter une étape supplémentaire. Moi, j'ai souvenir d'avoir été responsable de la formation continue dans les années 70. C'était aussi une nouvelle mission qu'on donnait aux universités. C'était aussi une des questions, convaincre les universitaires de s'engager là-dedans. Et donc, on a 3 exemples. La formation continue, les nouvelles technologies, aujourd'hui la mission d'insertion, au cours desquelles on voit que la réticence, elle est liée à des questions statutaires. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, les questions statutaires, qui en est responsable? Le ministère, les corps professionnels des universitaires, le CNU, et les universitaires eux-mêmes dans la manière dont ils font fonctionner les commissions de spécialité. Donc moi, je ne peux pas vous dire autre chose que c'est un objet de débat, de divergence entre des universitaires. Et donc, il faut continuer, en dépit de l'insatisfaction des dernières décennies, à dire, parce que moi j'ai cette conviction, que c'est un préalable. Et que tant qu'on ne reconnaîtra pas, tant qu'on ne recrutera pas des universitaires qui auront la capacité et l'intérêt de s'engager dans ces nouvelles missions, et qu'on cessera de les recruter, je dis les choses brutalement, tant pis, de les recruter exclusivement sur leur excellence de recherche, eh bien, il ne faudra pas s'étonner qu'ils ne s'engagent pas. Idem pour la promotion. Tant qu'on aura des promotions qui ne mettront pas au même plan l'implication en formation et l'implication dans les missions complémentaires, ça n'ira pas. Alors, ceci étant, il y a quand même des efforts. Il y a quand même des universités qui essayent un peu à la marge, à mon avis. Mais donc, moi, ma position, c'est qu'il faut essayer de convaincre plus largement les universitaires, parce qu'eux-mêmes, un grand nombre, ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, Et ensuite, peut-être que des décisions institutionnelles de plus haut niveau régleraient un peu les choses. Il y a d'ailleurs eu quelque chose récemment qui ouvre un peu la voie, me semble-t-il, mais très modestement. Merci d'abord, je vais être obligé de partir. Merci d'abord pour votre exposé. Il a été, mine de rien, très clair et surtout très suggestif, puisqu'on parlait qu'une certaine spécialisation était quand même encore requise. Je pense que votre double l'humus dans lequel vous grandissez, sociologie et économie, montre que vous avez eu une approche, je dirais justement, non pédagogique et non nombriliste. Et ça, je vous en félicite, je vous remercie. Deuxièmement, opération publicité réussie. Je vais aller non seulement acheter votre livre, mais je vais même, je crois, le lire, parce qu'on croit avoir fait le tour de la question, mais 2 ou 3 éléments m'ont réveillé, si tant est que vous m'ayez endormi. Alors, il y a votre insistance sur le fait qui doit nous déculpabiliser, c'est le mot aide. Clairement, c'est BIP. Et je pense qu'effectivement, beaucoup d'entre nous, je vois que Nathalie opine, peut-être s'éreinte, et ça fait écho à ce que disait Dominique Philippe, à notre aigreur de ne pas avoir plus d'étudiants qui bossent et dans un travail qu'ils aiment. Bon, ça, je crois que c'est un élément important. Donc, merci d'avoir rappelé aide. Et du coup, en quoi pouvons-nous aider les étudiants? Inversement, et je voudrais vous entendre là-dessus parce que c'est pour moi aussi une question lancinante, il y a ceux qui embauchent. L'université a fait beaucoup de progrès, malgré nos conservatismes, et nos corporatismes, etc. L'université a quand même beaucoup bougé. Et j'étais il y a 1 an avec M. Pébreau à une table ronde pour les rencontres université-entreprise. M. Pébreau, ce n'est pas n'importe quel patron. Et il a dit, moi je ne veux pas d'universités qui deviennent des instituts de technologie qui me fournissent de la main-d'œuvre employable. Je veux des vraies universités, y compris où on apprend à ne rien faire ou à créer des choses inutiles. Mais comment appréhendez-vous la mission vis-à-vis du monde du travail? Alors, je ne dis pas de l'entreprise, parce que... pourquoi je pose la question? Parce qu'en France, notre problème, entre autres, vient du fait que très peu d'entre nous connaissent le monde du travail. Je veux dire par là, et moi j'ai une très grande estime des fonctionnaires, mais on voit dans les ministères, les conseillers, ceux qui font les lois, sont souvent des gens qui sortent de l'ENA ou de Polytechnique
et j'en suis très jaloux socialement, parce que moi j'ai raté tout ça, mais ils ont une vision du monde qui peut-être manque un peu de sel et de poivre. C'est-à-dire, par exemple, la France aujourd'hui a des programmes économiques pour des grandes industries, alors que le tissu social français, c'est la PME, voire la TPE. 90% de l'emploi en France, c'est pas Renault, c'est le ferblantier du coin et le garage du coin. Et je pense que ce qui nous manque, ce sont des traducteurs, des interfaces, peut-être des gens comme vous, qui sont aussi sociologues et économistes, pour que nous puissions aussi faire comprendre à la fois aux collègues enseignants-chercheurs, mais aussi au monde du travail, que l'aide à l'insertion professionnelle, c'est aussi rendre lisible le monde du travail, et que le monde du travail se rende lisible. Et pour moi, c'est encore une question, parce qu'à part avoir des chefs d'entreprise compréhensifs, on en a quand même beaucoup qui disent que l'université ne s'adapte pas. C'est toujours à l'université de s'adapter, alors que je rappelle simplement que l'université d'aujourd'hui, en France, c'est une université qui accueille 70% d'une classe d'âge, et que ce n'est pas pareil que lorsqu'on formait les élites dans les années 40. Donc un jour, l'entreprise devra se rendre compte que ce sont tous les jeunes qui entrent chez elle qui sont touchés par cette zone grise, poreuse. Donc voilà, je ne veux pas être trop long. Aide, pour nous, c'est conduire les étudiants, mais vers qui? Quels doivent être nos partenaires? Les CCI, les entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas aussi à interpeller le monde du travail, qu'il doit lui aussi un tout petit peu évoluer? Et c'est peut-être aussi une des raisons du chômage français. Hein. C'est peut-être qu'il y a parfois des partenaires du monde de l'entreprise tout aussi conservateurs et passéistes que certains très rares enseignants-chercheurs, mais ni à Strasbourg ni à Aix-Marseille. Bon, vous donnez des éléments de réponse à vos questions qui nous emmèneraient dans un débat extrêmement large. Je partage un peu votre sentiment. Alors, quelques commentaires. D'abord, je pense qu'il faut partir du constat que le système productif est très segmenté et que tenir un discours général sur les relations entre l'entreprise et l'université n'est pas très intéressant. Parce qu'en réalité, les attentes des grands groupes, vous l'avez dit vous-même, des PME, des entreprises frontalières, enfin bref, il y a des segments qui ont leurs propres attentes. Et donc, ces relations doivent être tissées au plus fin. Tantôt avec des accords entre une grande université et une branche professionnelle, tantôt avec un réseau de PME au cours duquel on s'interroge sur les attentes. Première observation. Deuxième observation, je pense qu'en effet, il ne faut pas surestimer le potentiel de connaissance et d'autoconnaissance des responsables d'entreprise. Et je ne voudrais pas dire les choses de manière un peu ambitieuse, mais les universités ont probablement aussi pour rôle d'aider les entreprises elles-mêmes à savoir ce qu'elles font et comment elles pourraient s'y prendre. D'ailleurs, c'est ce qu'elles attendent, souvent, au-delà du discours. Parce que ça, c'est ma troisième remarque. On est en France dans une situation tout à fait étonnante d'écart entre le discours dominé par l'idée à quoi ça sert, l'université est inadaptée, les diplômes, ça ne sert à rien, et les pratiques de recrutement. Le diplôme continuant à être le critère 1 de recrutement. Bon, donc, il ne faut pas non plus trop en rajouter sur... c'est aussi des effets de discours qu'il faut dépasser et travailler sur les réalités, en l'occurrence ici les critères de recrutement. Le troisième élément qui me vient à l'esprit, c'est qu'il me semble que cette question aujourd'hui se pose dans des termes un peu différents qu'il y a quelques années et que ça ouvre peut-être un peu d'optimisme possible sur l'enrichissement de ces relations. C'est que nous sommes maintenant dans une société tertiarisée, dans laquelle est marquée par l'incertitude des évolutions, des marchés, etc. Enfin, très marquée par cela. Et donc, le modèle ancien, qu'on appelait le modèle d'adéquation, des entreprises qui ont des besoins, des universités qui doivent analyser ces besoins, construire des filières adaptées, ça n'est plus du tout le modèle dominant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques licences professionnelles qui peuvent encore être très fortement dirigées par des demandes d'entreprise, mais c'est quand même rare. Il y a eu des travaux, je les cite dans le bouquin, sur la manière dont se sont construites les licences professionnelles. Pour l'essentiel, c'est les universitaires qui mènent l'affaire.
Et donc, moi, je pense qu'il faut plutôt se poser la question comment attirer les entreprises que comment craindre leur arrivée. Bon, et donc, dans une société tertiarisée marquée par l'incertitude, on n'a plus le modèle de l'adéquation possible. Et donc, on peut commencer à discuter un peu autrement et commencer à convaincre que des formations générales fondées sur des mises en situation d'expérience pratique, ça va être transposable dans plein de métiers tertiaires. Il y a eu ce bouquin qui date un peu déjà de Etchegoyen, Le Capital Lettres, qui était intéressant à cet égard. Il y a eu des publications aussi sur les compétences des docteurs, sur les compétences acquises dans des dispositifs de formation par la recherche. Tout ça, ça doit être bien explicité, bien mis en valeur et probablement contribuerait à une évolution de ce rapport. Voilà ce qui me vient à votre... Oui. Oui, bonjour, Jean Harousse. Je suis président de l'association projetpro.com, là, dont les objectifs vont tout à fait dans le sens de ce que vous nous dites. Et aider à l'insertion, accompagner les étudiants, s'intéresser au grand nombre des étudiants, etc., etc. Bon, je ne suis pas ici pour faire la promotion de cette association, mais il y a une question que je voudrais vous poser, sachant que vous avez participé à la création d'un BIP en 2007, dans le cadre de la loi LRU. En quoi les BIP ont-ils constitué quelque chose de différent par rapport aux SCUIO? Parce que quand même dans les textes, les SCUIO, on a toujours, ce qu'on en retire, les SCUIO, c'était en fait les SCUIO IP, c'est bien Service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Alors la question que je me pose, moi, c'est pourquoi tout à coup, en 2007, la loi LRU nous bombarde des BIP, dont je pense quand même qu'ils ont fortement déséquilibré la mission d'insertion professionnelle des étudiants dans les universités, puisque tout à coup, on a créé quelque chose de nouveau sur de l'existant. Alors, est-ce que les SCUIO ne faisaient pas leur travail, ou pourquoi tout à coup on a éprouvé le besoin? Alors, est-ce que c'est effectivement quelque part dans un ministère, on s'est dit tiens, ah oui, l'insertion professionnelle c'est important, on va créer des BIP. Alors, je suis moi-même ancien directeur de SCUIO, ce qui fait que j'ai l'impression de faire du corporatisme, mais effectivement, je ne vois pas très bien pourquoi tout à coup on a créé cette structure nouvelle, disons un élément supplémentaire du millefeuille, quoi, ou quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'en effet, on aurait très bien pu se passer d'une structure supplémentaire et faire appliquer effectivement le sigle SCUO IP. Je pense que... alors ça a déstabilisé. Il y a eu un bilan qui a été fait 2 ans après par la DGSIP, qui est très intéressant, avec un rapport même complet, mais pas accessible par rapport au rapport... plus complet que le rapport officiel, qui faisait bien le tour des 2 premières années d'installation des structures. Alors en effet, selon les endroits, tout ça, ça a bousculé. Au bout du compte, je pense que maintenant la question elle est un peu derrière nous, c'est-à-dire c'est installé. Et c'est installé par fusion effective, plus ou moins des services, ils ont eu des noms, etc. Mon sentiment, c'est que l'argument qui a justifié la création d'un nouveau sigle, c'était le débat que j'initiais tout à l'heure. Quelle place respective on accorde aux dimensions orientation, aux dimensions insertion professionnelle? Je disais tout à l'heure que c'est un débat chez les conseillers d'orientation eux-mêmes. Et l'apparition de nouveaux corps de spécialistes, des conseillers d'insertion, qui sont à l'université, mais qui sont aussi dans les missions locales, qui sont dans des quantités d'endroits, a laissé entendre qu'on pouvait effectuer ces 2 missions séparément. Et que l'une restait dominante, l'orientation, dans un sens restreint du terme. Je sais que c'est un sujet très polémique, ça. Dans un sens restreint, et l'autre mettait en avant l'insertion, au risque d'oublier les projets personnels, les capacités personnelles, etc. Donc, je pense que ça a été le résultat d'un débat entre orientation et insertion, faut-il faire les deux, lequel doit l'emporter sur l'autre, etc. Et là, l'option BIP, c'était de dire, c'est l'insertion.
D'ailleurs, il y a eu beaucoup de conseillers qui, au départ, ont réagi très vigoureusement en disant « Attendez, on va faire notre boulot maintenant uniquement en connaissant le marché du travail. Non, il faut aussi qu'on accompagne les élèves, les étudiants, etc. » Donc je vois l'explication comme ça. On aurait pu s'en passer, je pense, en effet. Mais c'est là maintenant. Isabelle Fornazieri, je suis référente d'insertion professionnelle à la faculté de psychologie impliquée dans ce travail avec les étudiants. Justement, par rapport à ce que vous devez dire et quelque chose qui était sur votre diaporama, vous avez gardé 2 termes, projet dans mise en projet. Je suis tout à fait d'accord dans cette question de mise en projet, pas d'injonction, mais vous avez gardé le mot aide à l'orientation, et c'est bien le terme qui est en débat aussi dans la question du BIP. Est-ce qu'on a encore besoin de cette question d'orientation, puisque finalement la mise en projet, elle confronte l'individu à une sorte de réflexion permanente et de va-et-vient dans quelque chose, un horizon un peu flou et qui doit être labile entre l'extérieur et lui-même, et que finalement le reste en découle. Donc est-ce que ce mot qu'on a gardé et qui vient d'une vieille conception aussi mettre la personne dans une certaine direction, est-ce qu'il ne faudrait pas l'éliminer ? Oui, sans doute. Je pense que vous avez raison. Je n'ai pas poussé assez loin la réflexion terminologique sur la question de l'orientation. Point de vue dans cette notion de mise en projet, on devrait pouvoir formuler les choses un peu autrement. Je l'ai fait parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de production de recherche sur l'orientation. Et donc je voulais en parler, cet ouvrage. Et d'où cette formule. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai peut-être pris que dans mon PowerPoint. Je ne sais pas si je l'ai pris dans le plan. Oui, je suis resté banal sur l'orientation. Je n'ai pas parlé de l'aide à l'orientation. Parce que c'est très discuté. Ça. Je connaissais moins bien ces travaux, il y en a plein. Hein. Oui, il y a une dame qui voulait depuis un moment là. Bonjour. Bonjour. Je suis Corinne Petit et moi j'enseigne dans une école d'ingénieurs. Donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est l'ouverture en partenariat, parce que c'est quelque chose que l'on fait en interne et c'est quelque chose qui est difficile, y compris dans une école d'ingénieurs. Et on a une réflexion autour de ça qui est que finalement, quand on est enseignant-chercheur et qu'on se positionne dans son métier d'enseignant, on a souvent un rapport qui est lié à sa spécialité, sa spécialisation. Et donc, dans ce cadre-là, un rapport enseignant-enseigné assez classique. Et quand on prend le volet recherche, alors à ce moment-là, on est dans un axe, dans une posture qui est très différente de sa posture d'enseignant. Et en fait, en vous écoutant, je me demandais si finalement, ce n'était pas là le cœur, et si l'atout n'était pas effectivement que ce soit des enseignants-chercheurs qui amènent à une réflexion sur le défi mission-insertion via une posture qui est beaucoup plus proche d'une posture de recherche que d'une posture d'enseignant. Ah là, vous ouvrez un sujet de réflexion qui va me préoccuper un moment. Je trouve que vous formulez ça, c'est une piste intéressante. Je ne vais pas jusque-là dans mon propos, tout en essayant de dire que cette mission doit être réalisée en tant qu'enseignant-chercheur. Là, vous forcez le trait, peut-être à juste titre, en disant l'enseignement, c'est de l'ordre de la spécialisation, la recherche, moins. Je ne suis quand même pas sûr de ça. C'est-à-dire, je pense qu'aussi la structuration académique en discipline reste très forte dans la recherche. Et ça nous complique la vie. Le raisonnement en termes de spécialité extrêmement fine, le nombre de sections du CNU, enfin bon, ça nous complique un peu la vie. Alors pour autant, je suis d'accord avec l'idée, ça je l'évoque aussi, qu'il y a des qualités de recherche dans le travail de recherche qui peuvent nous aider à s'investir dans ce genre de mission, en effet. Parce que quand on est dans la recherche, on est dans l'innovation, on est dans la réflexivité,
on est dans la construction de projets beaucoup plus aisément que si on reste l'enseignant ex cathedra. Là, je vous rejoins. Alors, peut-être ça peut être un élément supplémentaire de conviction, dit encore plus nettement que je le dis, comme vous l'avez fait. Moi, j'avais une question, c'est... Oh, pardon. Voilà. Donc, Sandrine Alberelli, responsable administrative à l'UFR de Matinfo, mathématiques informatiques. J'avais une question. Est-ce que l'enjeu, ce ne serait pas finalement l'orientation active, quelque part, ce qui était un des enjeux de post-bac et qui éviterait peut-être trop de réorientation au sein de l'université? Oui, c'est une des questions qui est très réfléchie par les décideurs. Comment on construit les choix d'orientation, comment on rend possible des évolutions, etc. Ça, c'est au sein de la formation. Ce dont je parlais, c'est plutôt en fin de cursus. Mais il y a, bien sûr, c'est... Comment ? Oui, c'est ce que j'entends bien. Alors, mon ouvrage ne porte pas là-dessus, pas sur le déroulement des cursus, hein, mais sur la suite, enfin la fin des cursus et la suite. Donc du coup, je n'ai pas trop développé cela, en effet. Vous aviez une question ? Oui. Bonjour, Rachel Bessig, responsable administrative de la Faculté des sciences de la vie. Je rebondissais par rapport à madame, par rapport à la question de la posture. À plusieurs reprises, vous parliez d'élèves ou d'étudiants. Il y a là une question de posture. C'est un effet d'âge, excusez-moi. Oui, mais justement, là, j'ai peut-être central parce que dans un cursus justement de licence en L1, L2, L3, on est actuellement, enfin, je vois dans notre faculté en train de se poser ces questions d'insertion professionnelle et en même temps, on a la posture de l'enseignant-chercheur avec toute cette réflexion et l'enseignement de masse au milieu. Donc, est-ce que vous auriez des pistes ou en tout cas actuellement des choses des projets intéressants qui conjugueraient cette notion de posture par rapport à la notion d'enseignement de masse? Et je vois, on a certains étudiants qui ont du mal à changer de posture et qui ont envie de rester élèves, de continuer à faire partie de la masse parce que en effet, vous l'avez dit, leur âge reste la question centrale. Merci. Bon, ça c'est une question qui est très réfléchie avec la mise en place laborieuse des projets professionnels et les 3P, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, les PPE, enfin chaque université a son nom, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est une façon, a priori, d'aller dans le sens que vous évoquez, mais a priori, pas en pratique. Puisqu'il s'agit de venir ajouter à des formations disciplinaires classiques des temps où se développent d'autres compétences, donc dans des dispositifs pédagogiques différents, etc. La réalité, bon, je n'ai pas fait une étude complète sur les universités, mais enfin, il semblerait que le plus souvent, ces PPE, pour faire face au grand nombre, se réduisent à des conférences, à des venues de professionnels qui viennent parler dans des grands amphis, ou des choses comme ça, ou des exercices un peu standardisés. Bon. Donc je pense que le problème que vous soulevez est un problème réel. Comment travailler pour le grand nombre? Alors il me semble que là aussi, on doit réfléchir à une démultiplication des moyens, entre d'un côté des moments où ça peut avoir du sens de réunir un grand amphi et de faire venir un conférencier, d'autres moments où il faut travailler par groupe de 30 parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'accompagner des étudiants pour les aider à faire de vraies enquêtes métiers, par exemple. Je pense que ça, c'est très... Si c'est bien fait, c'est vraiment bien. Nous, on le faisait, mais pour une petite promotion de 30 personnes. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Je pense que c'est accessible pour des collègues d'accompagner des personnes pour construire des enquêtes métiers, et en leur demandant de le faire dans leur propre spécialité. C'est un des points qui me semble être possible de généralisation. C'est d'inciter les universitaires qui ont leur propre spécialité, qui dans le meilleur des cas ont des réseaux professionnels, pas souvent, pas assez, mais quand même, qui ont des réseaux, des connaissances, et qui pourraient être sollicités par les spécialistes pour
participer à la construction d'enquêtes métiers, aux commentaires avec les étudiants, etc. Et ça pourrait s'intégrer dans un temps de formation. Je vois plutôt les choses de cette façon-là. Ce n'est pas une réponse très opérationnelle que je fais, mais l'orientation, c'est ça. Alors, je vais être obligée un petit peu d'être un peu directif parce que nous avons la table ronde après. Donc, je crois que je vais prendre encore deux questions. Je crois que c'est bon, d'accord? Donc, il y avait monsieur, je crois, et puis après, je passerai parce que sinon, nous allons dépasser les temps. Ah, d'accord, ok. Yvette Duré, je suis responsable d'une UE d'accompagnement du projet de l'étudiant à la faculté de psychologie et je suis ravie de comprendre que finalement on est un petit peu modèle parce qu'on met en place toutes vos préconisations, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit bien d'un enseignement qui s'intègre complètement dans la formation des étudiants dès la première année, et ce dispositif va jusqu'à la licence, donc on les accompagne sur les 3 ans, où effectivement, il y a des temps où on présente en amphi le dispositif, mais ce sont des TP où on a des étudiants par vingtaine, où on les aide à réfléchir justement à l'exploration d'un métier. Alors, ce n'est pas forcément leur métier à eux, mais enfin une ouverture vers le monde professionnel. On les accompagne à travers une démarche qui est celle de la recherche scientifique, à aller chercher de la documentation, à s'informer sur ce métier, à poser une question de recherche, à bâtir une problématique et après d'aller enquêter sur le terrain auprès de professionnels pour apporter des éléments de vécu, rencontrer vraiment l'expérience de terrain, de présenter ça sous forme de dossier académique et de présenter ça à l'oral sous la forme d'un poster scientifique. Donc je pense qu'on a effectivement tout à fait cette démarche en main déjà depuis un certain nombre d'années. Donc je suis ravie qu'on puisse le faire ici à l'université et on répond finalement à toutes ces préconisations. Bon, merci de ce témoignage. Alors, ce n'étaient pas des préconisations que je faisais, mais en tout cas, il y a une convergence qui, moi, me plaît bien. Et je pense que, heureusement, vous n'êtes pas non plus la seule. Il y a aussi d'autres endroits, j'imagine, qui ont bien avancé depuis quelques années là-dessus. Mais je pense que là aussi, on gagnerait à faire ce qu'on appelle maintenant dans le jargon l'analyse des bonnes pratiques et la mise en réseau des expériences, parce que les gens aussi, ils ont besoin d'avoir des connaissances, d'expériences qui ont réussi. Donc moi, je ne pourrais que vous inciter à faire savoir, faire connaître cette affaire, échanger avec d'autres. Bon, ça se fait dans les réseaux, hein, les congrès annuels des SUIO, BIP sont aussi des moments d'échange d'expériences, hein. Bien sûr, je reconnais d'ailleurs des personnes que j'ai croisées au Havre. Édouard Laroche, je suis enseignant-chercheur à l'UFR de physique-ingénierie et je suis animateur aussi des APE, Projet Pro pour mon UFR. Donc je voudrais juste enfoncer le clou par rapport à ce qui a été dit. Et, il me semble que justement, j'ai énormément apprécié votre présentation. J'ai pas été, on va dire, je regrette pas d'avoir laissé tomber mes activités de recherche pour avoir consacré du temps, être un peu volontariste là-dessus, avec beaucoup de plaisir en tout cas. Et donc le résultat, je pense que c'est qu'on est dans le vrai. Et enfin, par rapport à ces APE, grâce à l'espace Avenir ici aussi justement qui structure ces animations. Et en complément, je veux dire aussi que je pense que c'est pas que pour les étudiants, que c'est un enrichissement, ces APE. Je pense que c'est important de faire tourner les collègues qui interviennent dans ces dispositifs parce que justement, ça nous sensibilise sur ces questions-là. On apprend à raisonner en termes de compétences, puisqu'on va demander aux étudiants d'exprimer ça. Donc il faut bien à un moment donné que nous, on arrive aussi à enregistrer toutes ces questions-là. Et voilà, donc moi, ça m'a fait avancer. Et puis donc, justement, dans l'équipe, on essaye de recruter on va dire d'autres collègues, hein, de faire tourner un petit peu pendant 2-3 ans. Et du coup, je pense que c'est une façon de disséminer aussi ces préoccupations, notamment pour des responsables pédagogiques qui, au début, sont des universitaires à qui toutes ces questions-là ne parlent pas forcément. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus. Merci. Non, mais merci bien. Le souhait, c'est qu'il y ait des centaines de collègues comme vous qui s'impliquent là-dedans. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je crois reconnaître dans la salle une personne avec qui j'avais discuté au Havre, mais je ne suis pas complètement sûr. Hein, il me semble, c'est bien vous.
Et on avait discuté sur un sujet qui, moi, m'inspire encore aujourd'hui. Pourquoi je m'engage dans cette affaire? C'est parce que je pense que ce n'est pas gagné. Pour avoir vécu la période historique de création de la mission de formation continue pour les universités dans les années 70, et avoir constaté que finalement les universités ne se sont pas engagées autant qu'elles auraient pu et dû le faire dans la formation continue, on risque d'avoir le même phénomène aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la formation continue? Les universitaires ne se sont pas engagés, le marché de la formation continue s'est développé. Des entreprises se sont installées, elles ont fait des affaires, et elles ont développé des modules, et elles assurent massivement, de manière dominante aujourd'hui, la formation continue. Ma crainte, c'est qu'il se passe la même chose ici, sur ce sujet-là. C'est que se développent des entreprises qui prépareront le kit tout prêt pour l'insertion. Alors ça marchera parce que les étudiants sont très angoissés, parfois à bonne raison, ça marchera très bien. Ça plaira aux responsables d'université parce que ça leur enlèvera une épine du pied. Il suffira qu'ils payent, qu'ils acceptent de signer les conventions. Et on perdra une conception universitaire de cette mission. Donc voilà pourquoi moi je m'engage. C'est encore temps, ce n'est pas gagné à mon avis, à cause des problèmes financiers notamment, et des problèmes de structuration de l'enseignement supérieur. Mais ça vaut le coup pour cette raison. Donc voilà, je prends prétexte de votre question, hein, c'était pas une question d'ailleurs. Je prends prétexte de ça pour dire pourquoi, enfin pour rajouter un argument à ceux que je vous ai développés aujourd'hui. Bien. Je vais passer le micro pour une dernière question et après nous passerons à la table ronde. Merci. Donc, François Goher, vice-président délégué aux pratiques pédagogiques. D'abord, un grand merci pour votre conférence. Deux petits points. Vous avez à un moment travaillé sur le côté anxiogène d'un fléchage précoce, prématuré sur une projection emploi défini, que je partage totalement. Et après, vous avez articulé votre propos tout au début sur cette triple notion de la construction de l'individu, salarié, citoyen, personne. Et ça, je pense que c'est un point qu'on néglige trop souvent. L'individu est un tout, être professionnel, participant à la société et un individu privé. La difficulté, c'est que c'est tellement facile de morceler les différents aspects et rassurant, que ce soit pour le monde enseignant ou pour tous les collègues qui travaillent dans les services d'aide à l'insertion professionnelle. C'est très facile de nous centrer sur un point. Et je pense qu'on a là l'une des principales difficultés, parce que comment faire pour pouvoir aider nos étudiants à préparer à la fois leur vie professionnelle, leur vie disciplinaire, leur vie sociétale et leur vie privée? Bien évidemment, on va dire que ce n'est pas le rôle de l'enseignant, mais c'est le rôle du système éducatif que de préparer des individus pour la société de demain. Et très souvent, dans la notion d'accompagnement de projet, accompagne-t-on un projet? Si on va au bout de la chose, on ne va pas accompagner un projet, on va accompagner un individu vers un projet. Et on revient à cette notion accompagnement de l'individu. La difficulté, c'est là que j'arrive à ma question, comment aider, et on revient à la question qui avait été posée au préalable sur les postures, comment aider quelqu'un dans la définition d'un projet personnel en n'y mettant pas soi-même une implication personnelle, parce qu'à partir du moment où on rentre dans de l'accompagnement de la personne, on ne peut pas le faire en y mettant autre chose que ce que l'on est. Donc en sortant nous-mêmes de nos postures. Et la question est comment aider les collègues à tout niveau, c'est-à-dire tous les acteurs d'une université, pour pouvoir sortir chacun de nos postures initiales, pour pouvoir rejoindre l'autre dans ses besoins de construction de projet. Alors, pour ça, il faut faire de la sociologie. Parce qu'en sociologie, on apprend une chose centrale qu'on appelle la réflexivité, l'auto-réflexivité. Et aborder la vie en société avec cette préoccupation-là qui consiste à dire « attention, d'où je parle, qui je suis, quels enjeux je trimballe avec moi, dans quel jeu de pouvoir je me situe », ça aide drôlement dans beaucoup de situations de la vie. Voilà ce qui me vient à l'esprit comme premier élément. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'il faut, alors cette fois-ci, ce n'est pas en sociologue, mais c'est en pédagogue, considérer que les apprentissages se font d'abord en situation de production. Et je trouve que l'université est extrêmement en retard là-dessus.
Elle a hérité d'un modèle qui est tellement pauvre. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant d'écouter des profs qui font des cours magistraux, mais enfin, c'est tellement pauvre, c'est tellement passif. Et donc, mettre les étudiants le plus possible dans des situations de production collective, de dossiers, de rapports, de tout ce qu'on veut, et les nouvelles technologies doivent nous y inciter, ça peut créer les conditions d'une meilleure articulation entre les 3 dimensions dont je parlais tout à l'heure, la personne, le citoyen, le travailleur. Parce que quand il est dans la réalisation d'une activité productive avec d'autres, eh bien, il se pose des questions sur lui, il se pose des questions sur comment il faut faire travailler les gens, donc ça sera transposable parce qu'ils seront ensemble, et il se posera donc des questions peut-être même aussi de citoyenneté. Donc voilà les 2 pistes qui me viennent, réflexivité et mise en situation de production. Dit-il après avoir fait 1 heure d'exposé magistral. Bien. Merci de vos questions en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Rose. On retrouvera monsieur José Rose